Jupiter est vraiment le joyau de notre système solaire. Dans une nuit sombre, la perle la plus brillante se lève à l'est, donnant un charme particulier au ciel étoilé. En termes de luminosité, la planète n'est légèrement inférieure qu'à Vénus. Même dans les temps anciens, la planète ravissait et émerveillait les gens. Ce n'est pas un hasard si elle a été nommée d'après l'ancien dieu romain de la mythologie antique. Jupiter, le dieu suprême, associé au tonnerre, à la foudre et aux tempêtes. Jupiter est l'un des objets les plus brillants de notre ciel et la plus grande planète du système solaire, située entre Mars et Saturne et qui appartient à la classe des géantes gazeuses, car elle est constituée de différents composés gazeux. Par ailleurs, elle possède de nombreuses lunes, une surface inhabituelle et même des anneaux sombres. Elle connaît régulièrement des tempêtes, des orages, ainsi que des aurores, qui sont plusieurs fois plus grandes que celles de la Terre. La formation la plus célèbre à la surface de Jupiter est la grande tache rouge qui a été vue pour la première fois au XVIIe siècle et qui n'est toujours pas pressée de disparaître. Bien que Jupiter soit la plus grande planète du système solaire, on en sait peu sur son fonctionnement interne. Les télescopes ont pris de nombreuses photographies des couches externes, des nuages de la géante gazeuse, mais ces nuages agissent comme un écran protecteur, empêchant l'œil de pénétrer plus profondément et d'y découvrir les mystères de ces profondeurs. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons en voyage pour découvrir les mystérieuses traces de vie autour de Jupiter. Avant de partir à l'aventure dans le système jovien, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous et bon voyage. Jupiter est la 5e planète la plus proche du Soleil. Elle est séparée de notre étoile centrale par Mercure, Vénus, la Terre, Mars et la ceinture d'astéroïdes. Lorsque nos ancêtres appelaient Jupiter en l'honneur du roi de tous les dieux, ils ne soupçonnaient même pas la taille de cette planète. Jupiter est une géante gazeuse couverte de nuages tourbillonnants. Dans notre ciel, elle ressemble à un point brillant. Mais avec un petit télescope, vous pouvez la voir comme une boule blanche. La densité moyenne de Jupiter est de 1,33 g par centimètre, légèrement supérieure à celle de l'eau. La force de gravité à l'équateur de la planète est 2,6 fois supérieure à celle de la Terre. Jupiter n'a pas de saison en raison de sa légère inclinaison axiale, mais sur la planète, vous pouvez constamment observer des ouragans. Jupiter est la plus grande planète du système solaire, la plus ancienne, ainsi que la plus massive. Elle représente 2,5 fois la masse des autres planètes de notre système solaire réunis. Son rayon est de 69 911 km, soit 11 fois celui de la Terre. Sa masse est 317 fois supérieure à celle de notre planète et elle est plus du double de la masse totale de toutes les autres planètes du système solaire. Cette masse comprimée dans une sphère confère à Jupiter une énorme attraction gravitationnelle qui a probablement façonné l'orbite de la Terre et des autres planètes du voisinage. Pour faciliter la compréhension de la taille de Jupiter, imaginez qu'environ 1300 sphères terrestres pourraient tenir à l'intérieur de cette immense planète. Ainsi, si la géante gazeuse avait la taille d'un ballon de basket, alors notre Terre aurait la taille d'un raisin. Jupiter possède le champ magnétique le plus puissant de toutes les planètes du système solaire, ce qui lui permet de capturer et de briser les comètes et les astéroïdes s'approchant trop près de la géante.
Dans ce contexte, le dernier incident s'est produit tout récemment en 1994, lorsque ce protecteur planétaire nous a protégés d'un autre danger potentiel. La gravité de Jupiter a brisé la comète Shoemaker-Levy. Les explosions de la chute des plus gros fragments ont dépassé de 10 000 fois la puissance de l'explosion d'une bombe à hydrogène de 100 mégatonnes. Cependant, il n'était pas possible de voir cela, car tous les événements se déroulaient du côté nocturne de la planète. Donc, la géante gazeuse semble agir comme une sorte d'aspirateur spatial géant, aidant à protéger notre planète des impacts potentiels dommageables. D'autre part, l'énorme magnétosphère de Jupiter constitue une menace sérieuse pour tous les engins spatiaux visitant le voisinage de la géante gazeuse. Par exemple, pour protéger le dispositif électronique de la sonde Juno du rayonnement de Jupiter, les ingénieurs l'ont placé dans un cube de titane aux parois de 1 cm d'épaisseur. Étant 5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre, elle ne reçoit que quelques pourcents de la lumière solaire. Plus précisément, Jupiter émet environ 2 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. La source qui libère cette énergie provient de la lente contraction gravitationnelle de la planète entière. Ainsi, la majeure partie de son énergie provient plutôt du plus profond de la géante, car la gravité transforme ces gaz en un état liquide, dense, à une centaine de millions d'atmosphères dans le noyau, créant des températures de plusieurs dizaines de milliers de degrés Celsius. Cela signifie que Jupiter rayonne environ 1,6 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, transformant son atmosphère dense en système météorologique intense. D'une manière générale, chaque planète du système solaire prend un certain temps pour effectuer une révolution autour du Soleil et une révolution autour de son axe. Puisque nous vivons sur Terre, nous prenons un jour terrestre, 24 heures, et une année terrestre, 365,25 jours, comme norme de temps. Voyons maintenant en quoi la durée des jours et des années sur Jupiter diffère de celle de la Terre. Jupiter n'est pas seulement la plus grande planète, mais aussi la plus rapide. En effet, Jupiter réalise une révolution autour de son axe plus rapidement que les autres planètes. Ainsi, une journée sur cette planète dure moins de 10 heures. Le temps exact varie de 9h56 au pôle à 9h50 à l'équateur. Le fait est que Jupiter est une géante gazeuse. Elle ne peut donc pas se déplacer de la même manière que les planètes à sphère solide. Au lieu de cela, il tourne un peu plus vite autour des pôles, ce qui entraîne une différence de durée de jour. D'autre part, Jupiter se déplace en orbite à une vitesse de 13 km/s, faisant une révolution autour du Soleil en 11,86 années terrestres, ce qui correspond à plus de 4332 jours terrestres. Au fur et à mesure que les planètes se déplacent sur leur orbite, la distance entre elles change constamment. À son approche la plus proche de la Terre, Jupiter était à une distance de 588 millions de kilomètres de nous et à sa plus grande distance, la distance était de 989 millions de kilomètres. D'autre part, la géante gazeuse est à une distance de 778 millions de kilomètres du Soleil. Ainsi, si vous prévoyez de survoler la planète et de ne pas vous y attarder, il vous faudra en moyenne 550 à 650 jours de voyage pour un aller simple. Voyager 1, par exemple, a mis 546 jours, tandis que Voyager 2 a atteint Jupiter en 688 jours. Cependant, si vous envisagez de vous mettre en orbite, vous aurez besoin de beaucoup plus de temps, car pour ne pas survoler, le vaisseau spatial doit ralentir. Ainsi, la sonde Galileo de la NASA, qui avait pour objectif d'étudier le système jovien, a donc mis 2242 jours pour atteindre la géante gazeuse.
est resté autour de son orbite. Jupiter était connu des anciens astronomes, mais les premières observations détaillées ont été faites par Galiléo en 1610, qui, avec un télescope, a réussi à découvrir les 4 plus gros satellites du géant: Ganymède, Io, Callisto et Europe. Aujourd'hui, ces lunes sont connues sous le nom de lunes galiléennes. Dans les années 1660, l'astronome Giovanni Cassini découvre des rayures et des taches sur Jupiter. Depuis 1972, 9 missions spatiales ont visité Jupiter. Ainsi, l'étude de la planète géante à l'aide de vaisseaux spatiaux a commencé le 3 mars 1972, lorsque le vaisseau spatial Pioneer 10 a été lancé depuis la Terre, envoyé pour un long voyage vers Jupiter. Après 6 mois de vol, l'appareil franchit avec succès la ceinture d'astéroïdes et après 15 mois supplémentaires atteignit les environs de Jupiter, passant à une distance de 130 300 km de celui-ci en décembre 1973. La masse de la station était de 290 kg, y compris l'équipement scientifique qui comprenait des détecteurs de particules chargées, de rayons cosmiques, de particules de météores et de plasma, un magnétomètre, un photopolarimètre, un photomètre UV, un radiomètre IR et un ensemble de 4 optiques télescopes. À l'aide d'un photopolarimètre, 340 images de la couverture nuageuse de Jupiter et des surfaces des 4 plus grosses lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ont été obtenues. Lancé en 1973, Pioneer 11 a volé jusqu'à Jupiter 3 fois plus près que son prédécesseur à une distance de 43 000 km de Jupiter en décembre 1974. Cette sonde spatiale est passée entre les ceintures de radiation et la planète elle-même sans recevoir aucune radiation dangereuse. La gravité de Jupiter a fait pivoter le vaisseau spatial Pioneer 11 de près de 180 degrés. Après plusieurs corrections de la trajectoire de vol, le vaisseau spatial a traversé l'orbite de Saturne pour continuer son voyage vers l'infini. Ensuite, en 1979, les célèbres voyageurs ont découvert le système d'anneaux de Jupiter et ont pris de nombreuses photographies de nuages et de vortex à la surface de la planète. Grâce à ces images, les scientifiques ont réalisé que la mystérieuse grande tache rouge est un vortex géant. En plus, Voyager 1 et Voyager 2 ont découvert des dizaines de volcans sur la Lune, Io, de Jupiter. Les premiers volcans actifs trouvés sur une autre planète à part la Terre. La sonde Galileo a été le premier vaisseau spatial à orbiter autour de Jupiter en 1995, après un voyage de 6 ans. Cette sonde était un appareil de nouvelle génération permettant d'étudier la composition chimique et les caractéristiques physiques de Jupiter ainsi que de photographier plus en détail ses satellites. Par ailleurs, le vaisseau se composait d'un module orbital pour les observations et d'une sonde spéciale, dont la tâche était de pénétrer dans l'atmosphère de la planète. Le vaisseau spatial Galileo a atteint le voisinage de Jupiter en 1995, puis a largué la sonde qui s'est séparée de l'appareil principal et a effectué pendant 5 mois un vol indépendant vers l'atmosphère de Jupiter à une vitesse de 45 km/s. En raison de la résistance des couches supérieures de l'atmosphère de Jupiter, la vitesse a diminué à plusieurs centaines de mètres par seconde. Dans le même temps, les surcharges ont dépassé la gravité terrestre de 230 fois. La sonde est entrée dans l'atmosphère à un angle calculé de plus de 8 degrés. Après remise en place de l'écran de protection, la descente se poursuit sur le parachute principal. L'appareil a pénétré dans l'atmosphère à une profondeur de 156 km en 57 minutes.
Les données atmosphériques ont été relayées par l'unité principale du vaisseau spatial Galileo, qui, dans le même temps, étudie les satellites galiléens de Jupiter. Puis, quelques années plus tard, en 2000, la sonde spatiale Cassini, qui se dirigeait vers Saturne, a pris quelques-unes des meilleures photos de Jupiter. Juno est la deuxième sonde scientifique qui s'est mise en orbite autour de Jupiter. Elle y est depuis 2016 et explorera la planète jusqu'en septembre 2025. Enfin, il faut noter que les engins spatiaux à destination du système solaire externe utilisent Jupiter comme tremplin. En effet, la manœuvre gravitationnelle au voisinage de la planète permet d'obtenir une augmentation significative de la vitesse, ce qui permet de réduire le temps de vol vers la cible. Dans ce cadre, cet avantage de la géante gazeuse a été utilisé par les missions Voyager, Ulysse, Cassini et New Horizons. Auparavant, les scientifiques pensaient que Jupiter était une étoile ratée ou une naine brune qui figure dans la classification des objets spatiaux entre les géantes gazeuses et les vraies étoiles. Cependant, ce n'est pas le cas. Mais il est intéressant de noter les similitudes entre Jupiter et le Soleil. La densité du Soleil est de 1,41 g par cm3, très proche de celle de Jupiter qui est de 1,33 g par cm3. En plus, ces deux objets sont très similaires sur le plan de la composition. En masse, le Soleil est composé d'environ 71% d'hydrogène et de 27% d'hélium, le reste étant constitué d'infimes quantités d'autres éléments. La masse de Jupiter, elle, est d'environ 86% d'hydrogène et 13% d'hélium, en quantité moléculaire. Cela donne aux astronomes des raisons de considérer Jupiter comme une étoile ratée. Mais il est peu probable que Jupiter soit sur le point de devenir une étoile. Les étoiles et les planètes naissent par deux mécanismes complètement différents. En effet, la formation d'étoiles est un processus dans lequel les nuages moléculaires augmentent en densité, s'effondrant à une boule de plasma. L'évolution d'une étoile commence dans un nuage moléculaire géant, également appelé berceau stellaire, dans lequel, en raison de l'instabilité gravitationnelle, la fluctuation de la densité primaire commence à croître. D'autre part, lorsqu'un nuage moléculaire orbite autour d'une galaxie, plusieurs facteurs peuvent provoquer un effondrement gravitationnel. Au fur et à mesure de sa rotation, de plus en plus de matière de nuage s'enroule sur lui-même dans le disque d'accrétion stellaire. À mesure que la masse et donc la gravité augmentent, le noyau de la petite étoile se rétrécit de plus en plus, ce qui la rend de plus en plus chaude. Finalement, il devient si comprimé et chaud que le noyau s'enflamme et que la fusion commence. Selon notre compréhension de la formation des étoiles, une fois qu'une étoile a fini d'incorporer de la matière, il reste encore de nombreux matériaux dans le disque d'accrétion. Et c'est là où les planètes se forment. Les astronomes pensent que, pour les géantes gazeuses comme Jupiter, ce processus commence par de minuscules morceaux de roches glacées et de poussière dans le disque. Alors qu'il orbite autour de la petite étoile, ces morceaux de matériaux commencent à entrer en collision, se collant avec l'électricité statique. Finalement, ces amas en croissance atteignent une taille suffisamment grande, environ 10 masses terrestres, pour pouvoir tirer gravitationnellement de plus en plus de gaz du disque environnant. À partir de ce moment, Jupiter a progressivement atteint sa masse au fil des millions d'années qui ont suivi. Après avoir épuisé toute la matière environnante, elle cesse de croître. Ainsi, Jupiter n'a jamais été assez massif pour devenir une étoile. Jupiter a une composition similaire à celle du Soleil, non pas parce qu'il s'agissait d'une étoile ratée, mais parce qu'il est né du même nuage de gaz moléculaire qui a donné naissance au Soleil. Avant tout, Jupiter est une planète gazeuse qui n'a pas de surface solide. Son atmosphère devient plus dense en se rapprochant au centre de la planète, se transformant en une couche liquide qui entoure le noyau. Comme les autres planètes du système solaire, Jupiter
s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années par compression gravitationnelle d'un nuage de gaz et de poussière. Les astronomes pensent que les géantes gazeuses se sont d'abord formées comme des planètes rocheuses et glacées. Cependant, la taille des noyaux étant supérieure de plusieurs dizaines de fois celle des autres protoplanètes comme la Terre, notamment celui de Jupiter, leur a permis de capter l'hydrogène et l'hélium du nuage de gaz dans lequel le Soleil s'est condensé. Ainsi, Jupiter a reçu la majeure partie de la matière qui restait après la formation du Soleil. C'est pourquoi sa masse est maintenant plus du double de la masse du reste des planètes du système solaire. D'autre part, la densité observée nous permet de conclure que la structure interne de la planète doit avoir la même composition que l'atmosphère. Cette immense planète est composée de deux des éléments les plus légers et les plus abondants de l'univers. Cela rend sa composition très similaire à celle du Soleil et des autres étoiles. Il y a environ 4 milliards d'années, Jupiter a pris sa position actuelle de 5e planète à partir du Soleil. La géante gazeuse n'a pas de surface solide qui nous est si familière sur Terre. Jupiter est principalement composé de gaz et de liquide. Le vaisseau spatial ne peut pas atterrir ou voler à travers la planète en raison de la pression extrême et des températures élevées qui le détruiraient ou le feraient fondre. Auparavant, les scientifiques pensaient que le noyau de Jupiter était constitué d'un liquide épais et très chaud, ressemblant à de la lave. Cependant, on sait maintenant que le noyau de Jupiter est entouré d'une couche d'hydrogène métallique liquide. Elle s'étend sur 90% du rayon de la planète. La structure interne de Jupiter peut être représentée sous forme d'une coquille dont la densité augmente vers le centre de la planète. Au fond de l'atmosphère de 1500 km d'épaisseur qui se compacte de plus en plus en direction du centre, il y a une couche d'hydrogène gazeux liquide d'environ 7000 km d'épaisseur. En dessous de 17 000 km, où la pression est de 690 000 fois supérieure à celle de la surface terrestre et où la température dépasse les 6200 degrés Celsius, l'hydrogène passe à l'état moléculaire liquide et après environ 8000 km à l'état métallique liquide. Ainsi, l'hydrogène est comprimé avec une telle force qu'il acquiert les propriétés d'un métal. Cet état permet à l'hydrogène de conduire l'électricité, créant un champ magnétique autour de la planète. La taille du champ magnétique est énorme. Il s'étend sur 650 millions de kilomètres et capture légèrement l'orbite de Saturne. Le champ a une forme allongée et vers le Soleil. Outre l'hydrogène et l'hélium, la composition des couches comprennent une petite quantité d'éléments lourds. Ainsi, le noyau interne d'un diamètre de 25 000 km est en métallo-silicate, comprenant de l'eau, de l'ammoniac et du méthane entouré d'hélium. La température au centre est de 23 000 degrés et la pression dépasse celle à la surface terrestre de 50 millions de fois. Il fait donc plus chaud au centre de Jupiter qu'à la surface du Soleil. L'atmosphère de Jupiter est fondamentalement différente de celle de la Terre. Il se compose principalement d'hydrogène, environ 89%, et d'hélium, environ 11%. Mais il y a de petites traces de méthane, d'ammoniac, d'acétylène et de vapeur d'eau. L'atmosphère de la géante gazeuse contient environ 1% de la masse de Jupiter. À titre de comparaison, l'atmosphère terrestre ne représente pas plus d'un millionième de sa masse. Cette atmosphère a une étendue énorme. Plus précisément, la couverture nuageuse est située à une altitude d'environ 1000 km au-dessus de la soi-disant surface, où l'état gazeux se transforme en liquide. Un radiomètre infrarouge a montré que la température de la couverture nuageuse externe est de -133 degrés Celsius.
Si vous regardez la planète à travers un télescope, vous verrez que son atmosphère est constituée de nuages denses formant de nombreuses bandes concentriques colorées en gris, argenté, orange, jaune, marron et bleu. Ainsi, les ceintures sombres et les zones claires sont des nuages colorés dans les couches atmosphériques supérieures. Les périodes de rotation de ces couches denses qui forment un système de ceintures sombres et de zones claires situées au nord et au sud de l'équateur sont différentes. Les bandes sont généralement appelées ceintures et zones équatoriales, tropicales, tempérées et polaires en fonction de leur position. Ces bandes colorées sont des zones de courants descendants et ascendants dans l'atmosphère. Les courants atmosphériques parallèles à l'équateur sont entraînés par le flux de chaleur des profondeurs de la planète, la rotation rapide de Jupiter et l'énergie du Soleil. Il faut noter que de fortes turbulences sont observées aux limites des ceintures et des zones. On suppose que la couche supérieure de nuages est constituée de cirrus d'ammoniac et qu'en dessous se trouve un mélange d'hydrogène, de métal et de cristaux d'ammoniac congelés. Par conséquent, la couleur des ceintures s'explique par la présence de composés d'ammonium, de polysulfure et de phosphine. Par ailleurs, aux hautes latitudes, les nuages forment un champ continu avec des taches brunes et bleutées jusqu'à 1000 km de diamètre. Le système d'anneaux de Jupiter est le troisième système d'anneaux découvert dans le système solaire, après les anneaux de Saturne et d'Uranus. Mais chez Jupiter, elles sont sombres et principalement composées de poussière et de gaz. Le système d'anneaux de Jupiter comporte 4 anneaux. L'anneau de Halo, le plus proche de la planète, l'anneau principal, relativement brillant et très fin, et 2 anneaux extérieurs larges, épais et faibles, appelés anneaux d'Amalthée et anneaux de Thébé. Les 2 derniers portent le nom des lunes dont ils sont composés. Par ailleurs, un anneau semble exister près de l'orbite de la lune Himalaya. L'observation des anneaux de Jupiter est impossible à l'œil nu, puisqu'ils sont trop sombres et faibles. Donc, pour l'observation depuis la Terre, il faudrait un télescope très puissant. Même depuis l'espace, ils ne peuvent être vus que de l'autre côté de Jupiter lorsque les rayons du Soleil les éclairent ou directement dans l'infrarouge. Une caractéristique distinctive de Jupiter est la présence de taches. Il a été établi que ce sont des tourbillons géants qui peuvent durer des semaines, des mois et des années, parmi lesquels se distingue la grande tache rouge qui pourrait engloutir entièrement la Terre. L'atmosphère de Jupiter est le siège de violents orages et des courants tourbillonnants. Par conséquent, la grande tache rouge est un vortex atmosphérique géant dans l'hémisphère sud de Jupiter. Ses dimensions sont impressionnantes, 12 000 km sur 48 000 km. Le gaz à l'intérieur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sa vitesse dépasse celle de n'importe quelle tempête terrestre, effectuant une révolution complète en 6 jours terrestres. Les premières observations officielles de cet ouragan remontent en 1878, mais Giovanni Domenico Cassini, en 1665, mentionne une tempête permanente qui pourrait très bien être la Grande Tache Rouge. Une si longue existence de ce vortex peut s'expliquer par l'absence de surface solide sur Jupiter. Les ouragans sur notre planète disparaissent après un impact avec la Terre, mais la Grande Tache Rouge n'a tout simplement pas une telle occasion. Cependant, il n'est pas clair si ces phénomènes sont limités aux parties supérieures de l'atmosphère de la planète ou s'étendent plus profondément. À la recherche d'une réponse à cette question, les astronomes ont analysé les mesures réalisées par la sonde spatiale Juno, ce qui a permis de mieux comprendre les caractéristiques des tourbillons atmosphériques de Jupiter. Ainsi, en utilisant un radiomètre à micro-ondes pour étudier la structure verticale de la Grande Tache Rouge, ainsi que de 2 autres tempêtes, les scientifiques ont constaté qu'elles s'étendent sous la couche où l'eau et l'ammoniac devraient se condenser, c'est-à-dire au niveau des nuages de la planète.
Selon les scientifiques, cela suggère la présence de processus dynamiques à petite échelle tels que des précipitations et des courants descendants à des niveaux beaucoup plus profonds qu'on ne le pensait auparavant. En plus, les analyses des mesures gravitationnelles dans la zone de la Grande Tache Rouge ont permis de déterminer plus précisément sa profondeur. Bien que la tempête géante s'étende profondément dans l'atmosphère, elle est encore beaucoup plus petite que les courants zonaux environnants, qui vont beaucoup plus loin. Selon les données obtenues, la profondeur du Grand Rouge ne dépasse pas 500 km tandis que les courants qui l'entourent s'étendent à des profondeurs approchant les 3000 km. Malgré le fait qu'au cours des 100 dernières années, la taille de la tempête a sensiblement diminué, son diamètre dépasse toujours le diamètre de la Terre. Sa surface s'est rétrécie ces dernières années, ce qui a incité les astronomes à se demander si elle s'est affaiblie. Au début des observations, cette tache mesurait environ 48 000 km de longueur et 12 000 km de largeur. Depuis les années 1930, sa taille ne cesse de diminuer. En 1979, elle était de 23 300 km. En 2014, de 16 500 km. La vitesse du vent à l'intérieur de la Grande Tache dépasse 500 km/h. Mais selon des estimations plus récentes, il est peu probable que le grand ouragan se termine de sitôt. Les aurores de Jupiter sont gigantesques et plus intenses que celles de la Terre, mais leur beauté est mieux observée dans la gamme ultraviolette. De telles aurores se produisent constamment autour des pôles de la géante gazeuse. Mais nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu, car elles brillent à des longueurs d'onde invisibles. Les chercheurs pensaient que la cause des aurores multiples était un flux de particules chargées accélérées par l'interaction des champs magnétiques et se déplaçant dans les deux sens. Des données récentes de la sonde Juno de Jupiter a montré que les aurores sont causées par des fluctuations le long des lignes de champs magnétiques de la planète, générant des ondes de plasma, un processus similaire à celui qui provoque les aurores sur Terre. En effet, Ganymède est la seule lune du système solaire qui possède son propre champ magnétique. L'interaction des champs magnétiques du satellite et de Jupiter, selon les scientifiques, crée des ondes qui accélèrent les électrons se déplaçant le long des lignes de champs magnétiques de la géante gazeuse. Ce sont ces particules que Juno a mesurées. En plus, les scientifiques ont découvert que la plupart des matériaux d'Io sont repoussés de Jupiter par son champ magnétique en rotation rapide. Au fur et à mesure que ces éjectats se déplacent vers l'extérieur, leur vitesse peut ralentir. Cela se traduit par un tir à la corde électromagnétique dans lequel Jupiter tente de maintenir la matière en mouvement avec un système de courant électrique. Il se déplace dans la haute atmosphère et la magnétosphère de la planète. Les astronomes ont longtemps cru qu'une partie du courant électrique qui circule des couches inférieures vers les couches supérieures de l'atmosphère de la planète est à l'origine du principal rayonnement auroral de Jupiter. Ils ont également soupçonné une connexion entre les aurores de la planète et les matériaux éjectés d'Io à des centaines de kilomètres par seconde. Une nouvelle étude a enfin permis aux experts de prouver la théorie. Les chercheurs notent que, comme sur Terre, au pôle de Jupiter, on peut observer les aurores provoquées par l'interaction des particules accélérées de la magnétosphère de la planète avec les molécules de son atmosphère. Cependant, les aurores sur Jupiter sont beaucoup plus intenses et contrairement à la Terre, chacune des lunes les plus massives de Jupiter crée ses propres aurores au pôle nord et sud de Jupiter. Chaque empreinte d'aurore est reliée à son satellite respectif par une sorte de laisse magnétique.
La distance entre Jupiter et le Soleil est 5 fois plus grande que celle de la Terre et celui-ci. Cependant, sa haute atmosphère, elle, est beaucoup plus chaude que la nôtre. Cette anomalie s'appelle la crise énergétique de Jupiter, un système que les scientifiques tentent de décrypter depuis plus de 50 ans. Dans une récente étude publiée dans la revue Nature, des chercheurs de l'université de Leicester ont annoncé avoir résolu le mystère. Les auteurs de l'étude ont découvert que l'aurore intense de la géante gazeuse, la plus puissante du système solaire, est impliquée par un si fort réchauffement des couches supérieures de l'atmosphère de la planète. Les scientifiques soupçonnaient déjà que le phénomène était influencé par les aurores boréales, mais ils n'étaient pas sûrs que cet effet fonctionne en raison des vents forts et de la rotation rapide de Jupiter. Rappelons que ce dernier a des vents est-ouest très forts près de l'équateur, et ces vents tournent plus vite que n'importe quelle autre planète de notre système. Des simulations informatiques ont montré que les vents équatoriaux est-ouest, entraînés par la rotation rapide de Jupiter, suppriment les vents polaires chauds se dirigeant vers l'équateur, et les redirigent vers l'ouest. Les scientifiques ont supposé que la rotation rapide de la planète et les vents empêcheraient les aurores boréales de se propager sur la planète. Mais ils ont trouvé quelque chose de complètement différent. Les scientifiques ont analysé des données de Jupiter, ses aurores et son champ magnétique et ont pu tracer des particules chargées électriquement des pôles jusqu'à l'équateur. Sur la base de toutes les données, les scientifiques ont construit une carte détaillée sans précédent des températures dans la haute atmosphère de Jupiter. Elle a montré que la chaleur est distribuée de telle manière que la température diminue lentement plus l'on s'approche de l'équateur. Les chercheurs ont également trouvé une zone de chauffage séparée sous la forme d'une longue bande éloignée de la zone des aurores. Ils ont suggéré qu'il s'agit d'une vague de chaleur qui roule vers l'équateur depuis l'aurore. Au même moment, en janvier 2017, une vague de chaleur émanait de l'un des anneaux d'aurore boréale, qui coïncidait avec une poche d'un vent solaire à haute pression qui est entré en collision avec Jupiter. Fixer ce moment était une grande chance. Si les scientifiques avaient observé Jupiter une autre nuit, lorsque la pression du vent solaire était faible, alors cela aurait été manqué. Selon le télescope spatial japonais ISAKI, qui surveille le champ magnétique de Jupiter et l'influence du Soleil sur l'orbite terrestre, à ces moments-là, le vent solaire était puissant et créait des aurores renforcées. En plus, les données de Juno ont aidé à identifier l'emplacement de l'aurore et cela a coïncidé avec la zone de température les plus élevées. Cependant, les cartes de température précédentes de la haute atmosphère de Jupiter n'étaient pas assez détaillées. Il était donc impossible de comprendre les principes par lesquels la température variait sur toute la planète. Jupiter et ses nombreuses lunes ressemblent à un système solaire miniature qui intéresse particulièrement les scientifiques du monde entier. Jupiter compte 79 lunes. 53 d'entre elles ont déjà leur propre nom. La plupart des satellites sont assez petits. Environ 60 d'entre eux ne dépassent pas 10 km de diamètre. Les 4 plus grosses lunes de Jupiter sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Elles sont aussi appelées les satellites galiléens du nom de leur découvreur. La lune la plus pittoresque de Jupiter est Io. Elle a des nuances de jaune, de noir et de rouge. Cela est dû à une activité volcanique très active à partir desquelles des fontaines de soufre éclatent à une hauteur de 200 km au-dessus de la surface. Le diamètre d'Io, le satellite le plus proche de Jupiter, est de 3642 km. Le dioxyde de soufre et la vapeur de soufre sont éjectés à une vitesse de 1 km/s à une hauteur de plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface d'Io.
Les profondeurs de cette lune sont réchauffées en raison des forces de marée provoquées par Jupiter d'une part et par Europe et Ganymède d'autre part. Les forces de marée plient la lithosphère d'Io et la réchauffent. Par conséquent, l'énergie accumulée éclate à la surface sous la forme de volcans, ce qui donne lieu à une activité volcanique record. C'est pour cela que Io est considéré comme le corps céleste le plus géologiquement actif du système solaire, où, à sa surface, est la parfaite représentation de l'enfer avec des centaines de volcans à sa surface. Cette lune compte plus de 400 volcans actifs qui émettent des gaz soufrés qui, une fois gelés à la surface, donnent à Io une teinte jaune, blanc, orange, rouge. Bien que la température de la région équatoriale soit de moins 143 degrés Celsius, dans les points chauds, dont la taille varie de 75 à 250 km, la température atteint les 326 degrés Celsius. D'autre part, l'âge de la surface d'Io, composé de produits d'éruption et ayant une couleur orangée, est estimé à 1 million d'années. Le relief d'Io est majoritairement plat, mais il y a plusieurs montagnes de 1 à 10 km de haut. Du fait que la surface de cette lune est jeune, il y a peu de cratères de météorites dessus. Il n'y a pas de données fiables sur la structure interne d'Io, très probablement composée d'un manteau de silicate chauffé sous la couche de matériaux ignés. Et au centre, la présence d'un petit noyau métallique. L'atmosphère d'Io est très mince. En pratique, il s'agit d'un vide. Cependant, un rayonnement de vapeur d'oxygène, de sodium et de soufre a été détecté le long de l'orbite d'Io. Sur la base des images, les scientifiques estiment que 30 à 50% de l'atmosphère d'Io a été générée par les éjections de ces volcans. En plus, les astronomes ont découvert que la composition des émissions différait considérablement dans les différentes régions de ce satellite. Cela suggère qu'elle était associée à différents réservoirs de magma. Europe est la 6e plus grande lune du système solaire. Cette lune, visitée par plusieurs engins spatiaux, est légèrement plus petite que notre lune. Son diamètre est de 3122 km et la densité moyenne de matière est de 3,01 g par centimètre cube. Elle a une atmosphère raréfiée et sa surface recouverte d'une croûte de glace avec des failles et des fissures est un environnement rude, avec une température moyenne de moins 170 degrés Celsius. La largeur de ces failles varie du kilomètre à la centaine de kilomètres et la longueur atteint parfois plusieurs milliers de kilomètres. L'épaisseur estimée de la croûte varie de quelques kilomètres à des dizaines de kilomètres. Les données recueillies lors des missions spatiales suggèrent la présence potentielle d'énormes réserves d'eau cachées sous sa surface glacée de 20 à 30 km d'épaisseur, sillonnées de longues fentes striées, soit le double de la quantité d'eau sur Terre. C'est pour cette raison qu'il réfléchit la lumière aussi brillamment que Vénus. Dans une étude, les scientifiques déclarent que les réservoirs d'eau liquide sur Europe pourraient être assez proches de la surface. Les conclusions des scientifiques sont basées sur la modélisation de la formation de 2 structures similaires trouvées sur un glacier au Groenland et sur la lune de Jupiter. Ces chercheurs ajoutent que si l'eau est vraiment proche de la surface, où elle peut absorber divers produits chimiques de l'espace, d'autres lunes et des volcans sur Io, il y a une probabilité que la vie existe. En plus, l'observation a montré que la double crête sur la calotte glaciaire du nord-ouest du Groenland est similaire à celle d'Europe, avec la même géométrie. Le sondage à l'aide d'un radar a montré qu'elle s'était formée à la suite de la destruction de la calotte glaciaire sous la pression d'un réservoir d'eau, suivi d'un regel. Par ailleurs,
dans les profondeurs d'Europe, l'énergie des interactions de marée est également libérée, ce qui maintient le manteau sous forme liquide. L'océan sous la surface de glace peut être même chaud. Il n'est donc pas surprenant de supposer la présence des formes de vie les plus simples dans cet océan. Basé sur la densité moyenne de cette lune, il devrait y avoir des silicates sous l'océan. Comme il y a très peu de cratères sur Europe, qui a une surface assez lisse, l'âge de cette surface brun-orangé est estimé à quelques centaines de milliers d'années. Les images à haute résolution obtenues par la sonde spatiale Galileo montrent des champs individuels de forme irrégulière avec des crêtes parallèles allongées et des vallées ressemblant à des autoroutes. Dans un certain nombre d'endroits, les taches sombres sont visibles, qui sont très probablement des dépôts de matière sous la surface de la glace. Du fait de la présence d'eau liquide, qui est une condition indispensable à l'apparition de tout processus biologique d'après nos connaissances, il existe une forte probabilité de l'existence d'une vie extraterrestre sur cette lune de Jupiter. La plus grande lune du système de Jupiter, Ganymède, est plus grande que Mercure et elle représente la plus grande lune du système solaire. Ganymède est située à 1 million de kilomètres de Jupiter. Une année sur cette lune ne dure qu'une semaine. Cette lune a même son propre champ magnétique. Cela suggère qu'elle a un noyau liquide interne actif. Très probablement, ce noyau est riche en fer et en nickel et se situe à une profondeur de 400 à 1300 km. La convection dans le fer liquide, qui a une conductivité électrique élevée, génère un champ magnétique. Tout comme le champ magnétique terrestre, la magnétosphère de Ganymède est composée de particules chargées qui agissent comme un bouclier contre le rayonnement cosmique, y compris le rayonnement de Jupiter. Ainsi, le champ magnétique de la Lune crée des aurores lumineuses à ses pôles nord et sud. Ganymède a un diamètre de 5268 km, mais sa densité moyenne n'est que le double de celle de l'eau, donc environ 50% de sa masse semble être de la glace. Elle est principalement composée de roches silicatées et de glace d'eau. Le matériau en pierre est situé au-dessus du noyau de fer métallique et forme plusieurs morceaux sous la coquille de glace. On pense qu'en dessous se trouve de l'eau liquide, salée et chargée de sulfate de magnésium. Sa surface est recouverte d'une croûte de glace d'au moins 75 km d'épaisseur, parsemée de poussière et de pierres. À la surface de Ganymède, des traces d'impact de météorites sont clairement visibles. Ce sont des zones exposées de glace pure et ressemblent à des taches blanches aux bords déchiquetés. Les nombreux cratères recouvrant des zones de couleur brun foncé témoignent de leur âge ancien de 3 à 4 milliards d'années. Les zones les plus jeunes sont couvertes de systèmes de sillons parallèles formés par des matériaux plus légers sous l'action de l'étirement de la croûte de glace. La profondeur de ces sillons est de plusieurs centaines de mètres, la largeur est de plusieurs dizaines de kilomètres et la longueur peut atteindre plusieurs milliers de kilomètres. Certains cratères de Ganymède sont non seulement lumineux, mais sont parfois sombres. Sous l'influence du rayonnement ultraviolet solaire, la décomposition de la glace d'eau en oxygène et hydrogène se produit sur Ganymède. L'hydrogène ne peut être retenu par le champ gravitationnel de cette lune et s'échappe librement dans l'espace. L'oxygène, en tant que gaz plus lourd, est principalement retenu par le champ gravitationnel de ce satellite plutôt massif et une atmosphère faible en oxygène y a été trouvée. Des signes de l'existence d'un océan souterrain salé ont été découverts pour la première fois lors de la mission Galileo de la NASA, puis confirmés par les données du télescope spatial Hubble. Les scientifiques pensent que l'épaisseur de l'océan sous la surface de cette lune de Jupiter est d'environ 100 km. C'est 10 fois plus que la profondeur des océans terrestres. Ganymède elle-même contient plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Avec un diamètre de
près de 99% celui de Mercure, Callisto est la troisième plus grande lune du système solaire. Sur la base de sa densité moyenne de 1,83 g par centimètre cube, on suppose que la glace d'eau représente 60% de sa masse. L'épaisseur de la croûte de glace, comme celle de Ganymède, est estimée à 75 km. Toute la surface de cette lune est entièrement parsemée de cratères de différentes tailles. Il n'a pas de plaine étendue, ni de système de sillons. Le relief distinctif de Callisto est une structure multi-anneaux de 2600 km de diamètre composée de 10 anneaux concentriques. Callisto possède son propre champ magnétique dipolaire, suggérant la présence d'un noyau métallique. Les cratères sur cette lune ont un puits faiblement exprimé et une faible profondeur. En plus de la glace d'eau, Callisto a une faible atmosphère de dioxyde de carbone et des dépôts associés de dioxyde de carbone gelé à la surface. Probablement sous l'ancienne croûte de glace de silicate, il y a un manteau de glace d'eau. La température de surface à l'équateur atteint à midi moins 123 degrés Celsius. L'âge de la surface est estimé à 3,5 milliards d'années. À la suite de l'étude des satellites galiléens, une hypothèse intéressante a été avancée selon laquelle, dans les premiers stades de l'évolution, les planètes géantes, dont notamment Jupiter, émettaient d'énormes flux de chaleur dans l'espace, ce qui pouvait faire fondre la glace à la surface des 3 satellites les plus proches. Cela ne pouvait pas se manifester sur Callisto puisqu'il se trouve à 2 millions de kilomètres de Jupiter. À première vue, Callisto peut ne pas sembler aussi intéressante que les 3 autres satellites. Cependant, dans les années 1990, le vaisseau spatial Galileo a découvert que sous la surface de Callisto, il pouvait y avoir un océan d'eau salée. La communauté scientifique considérait Callisto comme un endroit prometteur pour une base habitable. Il s'agit de la 3e place dans le classement du système solaire, où il est le plus intéressant pour organiser une colonie après la Lune et Mars. L'attractivité de cette lune pour l'étude et le développement est associée à la découverte d'une grande quantité de glace d'au-dessus qui recouvre l'océan non gelé, d'où sort parfois de la vapeur. En plus, une activité sismique y a également été enregistrée, ce qui indique la présence d'un noyau central chaud dans Callisto. La chaleur et l'eau sont les conditions nécessaires à l'existence de la vie. Il est peu probable que les géantes gazeuses soutiennent la vie telle que nous la connaissons. Étant donné que ces planètes sont d'énormes boules de composés volatiles sans surface significative. Cependant, il est possible de trouver une vie microbienne sur diverses lunes glacées des géantes gazeuses du système solaire. C'est pourquoi les scientifiques visent à étudier 3 lunes de Jupiter, Ganymède, Callisto et Europe, pour voir s'il y a des conditions de vie là-bas. Ainsi, l'un des satellites de Jupiter, Europe, intéresse depuis longtemps les scientifiques. La raison de l'attention accrue des scientifiques pour Europe est claire. Les caractéristiques de surface, comme la ressemblance avec la calotte glaciaire du Groenland, suggèrent la présence d'eau liquide souterraine qui peut contenir de la matière organique. Les lacs d'eau salée sous-glaciaire pourraient être courants sur cette lune, selon les chercheurs. Des preuves de lacs peu profonds près de la surface gelée d'Europe sont apparues lorsque les scientifiques ont remarqué que des crêtes parallèles géantes qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres sur cette lune étaient étonnamment similaires à celles trouvées sur la calotte glaciaire du Groenland. Si les vastes crêtes de glace qui traversent Europe se formaient de la même manière qu'au Groenland, alors les lacs sous-glaciaires
pourrait aider à faire circuler les produits chimiques nécessaires à la vie, de la coquille glacée à l'océan salé qui se cache profondément en dessous. En plus, cet océan de la Lune de Jupiter peut contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre. Mais le principal mystère pour les scientifiques était la découverte de doubles crêtes qui recouvrent la surface de la Lune comme des cicatrices. Les chaînes de montagnes peuvent atteindre une hauteur de 300 mètres et sont séparées par de larges vallées. En étudiant attentivement les images obtenues, les chercheurs ont trouvé des similitudes entre celles-ci et celles situées au nord-ouest du Groenland. Les crêtes de glace du Groenland sont environ 50 fois plus petites que celles de la Lune de Jupiter. Au Groenland, l'eau s'écoule dans les lacs souterrains à partir des lacs de surface. Mais sur Europe, il est peu probable que l'eau passe de la surface vers les profondeurs, vu l'épaisseur très élevée des calottes de glace sur Europe. Il y a donc probablement d'autres mécanismes encore inconnus qui y jouent un rôle clé. Par ailleurs, la glace à la surface d'Europe sert de barrière entre l'eau et l'oxygène qui est générée par la lumière du Soleil et des particules chargées de Jupiter frappant la surface glacée. Donc, si la vie sous des formes que nous connaissons existe sous la glace d'Europe, l'oxygène doit l'atteindre. Les chercheurs pensent que le scénario le plus probable est que l'oxygène est transporté par le sel et l'eau de fonte. Là où la calotte glaciaire d'une lune fond partiellement, l'eau de fonte peut se mélanger à l'oxygène de la surface. Récemment, une équipe de l'université de Stanford a développé une simulation informatique qui a amené les scientifiques à apprendre quelque chose d'intéressant. En fait, ce modèle informatique créé par les chercheurs a montré ce qu'il advient de l'eau de fonte après la formation d'un paysage chaotique. Ce processus semble être un moyen efficace de fournir de l'oxygène à travers la glace. Dans le même temps, 86% de l'oxygène absorbé à la surface est transféré à l'océan lui-même. Ce mouvement de l'eau peut aider à faire circuler les produits chimiques nécessaires à la formation de la vie. Et si les niveaux d'oxygène dans les océans d'Europe sont similaires aux niveaux dans les océans de la Terre, c'est encourageant. Peut-être ne sommes-nous pas si seuls dans le système solaire. Des êtres vivants pourraient vivre dans les océans sous la glacière de la Lune de Jupiter. En plus, les résultats obtenus au cours des travaux ont montré qu'un tel transport d'oxygène est possible et que la quantité d'oxygène entrant dans l'océan sous-glaciaire du satellite peut coïncider avec celle des océans sur Terre. Récemment, la NASA a programmé le lancement de la sonde Europa Clipper vers octobre 2024, qui cherchera à étudier la Lune Europe, la principale candidate à l'existence de la vie extraterrestre autour de Jupiter. Les chercheurs s'attendent à ce que son lancement fasse la lumière sur la formation de doubles crêtes et l'appareil lui-même effectuera une reconnaissance détaillée du satellite et découvrira s'il présente des conditions propices à la vie. La nouvelle étude semble rendre la tâche beaucoup plus facile car de l'eau liquide pourrait exister dans des lacs beaucoup plus proches de la surface d'Europe. En plus, la sonde spatiale Europa Clipper étudiera de près la Lune glacée à l'aide d'un radar. Et l'objectif principal de la mission spatiale est de rechercher de l'eau. Parmi les tâches de cette sonde, l'étude de la glace de surface et son forage ultérieur sont également dans son objectif. Si tout se passe bien, nous connaîtrons enfin la composition chimique de l'océan sous-glaciaire d'Europe tout en recevant une réponse tant attendue
à la question de savoir s'il existe de la vie en dehors de la Terre. Selon la NASA, sur Ganymède, et en raison de l'interaction de l'eau salée avec des matériaux rocheux, il est probable qu'il existe une forme de vie primitive sur cette lune. Mais elle ne peut exister que sous d'épaisses couches de glace où la lumière du soleil n'entre pas. Cela signifie que tout organisme doit survivre et utiliser des sources d'énergie alternatives comme les créatures des profondeurs marines sur Terre. Elles doivent également résister à une pression plus forte que dans la fosse des Mariannes. Rappelons que sa profondeur dépasse 11 000 mètres. Dans l'objectif d'étudier l'habitabilité potentielle de Ganymède, l'agence spatiale européenne ESA enverra la sonde Jupiter Icy Moon Explorer, JUICE, pour collecter des données sur Ganymède ainsi que sur les 2 autres lunes de Jupiter, Europa et Callisto. La sonde sera lancée entre août et septembre 2022. Elle entrera dans l'orbite de Ganymède vers 2032. La meilleure façon d'explorer un nouveau monde est d'y atterrir. C'est pourquoi les humains ont envoyé des vaisseaux spatiaux sur la Lune, Vénus, Mars, la Lune de Saturne, Titan et d'autres. Cependant, de tout le système solaire, Jupiter est la planète la moins habitable. Vivre sur Jupiter n'est a priori même pas envisageable. Les humains ne pourraient même pas atterrir sur Jupiter car la planète n'a pas de surface solide sur laquelle marcher ou faire atterrir un vaisseau spatial. Essayer d'atterrir dessus, c'est comme essayer d'atterrir sur un nuage ici sur Terre. En effet, après avoir atterri sur Jupiter, une personne commencerait simplement à tomber à l'intérieur de la planète, subissant plusieurs milliers de fois la pression à la surface de la Terre. Cette géante gazeuse n'a pas de croûte extérieure pour arrêter votre chute. Tout ce qu'elle a est une bande infinie d'atmosphère. En plus, vous ferez face à des températures extrêmement élevées et flotterez librement au milieu de la planète sans aucun moyen de vous échapper. Les chercheurs pensent que tout vaisseau spatial, aussi durable soit-il, ne pourra pas durer longtemps sur Jupiter. Donc, un atterrisseur lunaire est un choix aussi bon que n'importe quel autre pour ce scénario hypothétique. Mais que se passe-t-il si une personne décide un jour d'atterrir à la surface de cette planète hostile ? Puisqu'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère de Jupiter, l'essentiel est de ne pas oublier de prendre beaucoup d'air avec vous. Le problème suivant sont les températures torrides. Vous devez donc également gérer cette partie-là. Vous êtes maintenant prêt pour un voyage fantastique au plus profond de Jupiter. Ainsi, lorsque vous entrerez dans la haute atmosphère, vous vous déplacerez à une vitesse de 177 km/h. Sous l'influence de la gravité de Jupiter. Vous entrerez rapidement dans l'atmosphère plus dense en dessous, qui vous frappera comme un mur. Mais cela ne vous arrêtera pas, et en 3 minutes environ, vous atteindrez le sommet des nuages et vous vous retrouverez à une profondeur de 249 km. Ici, ferez l'expérience d'une super centrifugeuse allant à la vitesse de la rotation de la géante gazeuse. En même temps, à environ 120 km sous les nuages, vous atteindrez la limite des capacités humaines. Ainsi, par exemple, la sonde Galileo, plongée dans l'atmosphère de Jupiter en 1995, n'a duré que 58 minutes avant d'être détruite par la pression écrasante de la géante gazeuse. Donc, si nous supposons pouvoir résister à cet environnement extraordinaire, à cette profondeur, vous ne pourrez rien voir. Vous devrez donc vous fier aux instruments pour comprendre ce qui se passe autour. À une profondeur de 692 km, la pression est de 1150 fois plus élevée que sur Terre. Ainsi, au plus profond, la pression et la température seraient trop élevées pour que quoi que ce soit puisse les gérer. Mais supposons que vous puissiez trouver un moyen d'aller encore plus bas. Si vous réussissez, vous débloquerez certains des plus grands mystères de Jupiter. Mais malheureusement, vous ne pourrez parler à personne de cette découverte, car l'atmosphère de la planète absorbe les ondes radio. Vous serez donc complètement coupé du monde extérieur.
Une fois que vous atteignez une profondeur de plus de 4000 km, la température sera de 3371 degrés Celsius. Cette température peut faire fondre le tungstène, le métal dont le point de fusion est le plus élevé de l'univers. Votre temps de chute sera d'au moins 12 heures. Et vous n'irez même pas à mi-chemin. Une fois à une profondeur de 21 000 km, vous atteindrez la couche la plus profonde de Jupiter. Ici, la pression est 2 millions de fois plus forte qu'à la surface de la Terre et la température est plus élevée qu'à la surface du Soleil. Ces conditions sont si extrêmes qu'elles modifient la chimie de l'hydrogène autour de vous. La molécule d'hydrogène se serre si près que leurs électrons se séparent pour former une substance étrange appelée hydrogène métallique. Cette dernière est hautement réfléchissante. Donc, si vous essayez d'utiliser une lampe de poche pour regarder autour de vous, vous ne verrez rien. Parce que cet hydrogène métallique est aussi dense que la roche. Au fur et à mesure que vous vous enfoncerez dans la planète, la flottabilité de l'hydrogène métallique gênera l'attraction gravitationnelle. Finalement, cette flottabilité vous tirera vers le haut jusqu'à ce que la gravité vous fasse redescendre comme un yo-yo. Et lorsque ces deux forces seront égales, vous vous retrouverez à flotter au milieu de Jupiter, incapable de monter ou de descendre et sans la moindre possibilité d'en sortir. Voilà pourquoi nous ne verrons peut-être jamais ce qui se cache sous les nuages majestueux. Mais nous pouvons étudier et admirer cette mystérieuse planète de loin. Bien que Jupiter soit la plus grande planète du système solaire, on en sait peu sur son fonctionnement interne. Le système de Jupiter est unique et mystérieux et garde encore bien des secrets. La planète n'a pas encore été complètement explorée et il reste de nombreuses découvertes à faire. Cela promet encore de nombreux voyages plus incroyables les uns que les autres.